Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Domitien a été décrit par certains auteurs, anciens et modernes, comme un tyran misanthrope, un empereur inflexible dénué de compétences et un général incapable. D'autres l'ont qualifié de princeps habile capable de repousser les attaques barbares et d'administrateur rigoureux. Qui était donc le véritable Domitien ? Il s'agissait indéniablement d'un homme mystérieux dont la personnalité était multiple. Il ne semble que très rarement avoir éprouvé de la joie et de la satisfaction, mais il se plaisait à lutter contre l'influence des sénateurs. En outre, si l'aristocratie lui vouait une haine implacable, une grande partie des Romains, des Italiens et des provinciaux le portaient aux nues. Dans cette étude, nous focaliserons notre propos sur la vie de Domitien, laquelle n'a étrangement plus fait l'objet d'une étude globale en langue française depuis 1893, et plus particulièrement sur l'aspect politico-militaire de celle-ci, nous munissant d'un regard neuf et intègre tant sur les textes anciens, que sur les sources épigraphiques et numismatiques afin de contourner l'écueil d'une approche strictement littéraire. L'image traditionnelle de Domitien, celle d'un monstre pervers, narcissique et paranoïaque, nous est essentiellement transmise par des auteurs latins, Pline le Jeune, Tacite, Suétone et Juvénal, soucieux de noircir l'action socio-économique et politique du dernier représentant Flavien à la tête de l'Verbes par une série d'anecdotes, souvent invérifiables, dans le but de donner une image positive des représentants de la dynastie antonienne, Trajan et Adrien principalement. Si aucune de ces 16 satires ne fut composée contre le Néron chauve, Juvénal, qui se montra sans doute le plus acerbe contre le prince, éprouva une satisfaction vengeresse à s'acharner contre celui qu'il appelait le tyran. Pline, pour sa part, appréciait autant Trajan qu'il exécrait Domitien. « J'aime le meilleur des princes, écrit-il, autant que j'ai été haï du pire. » À l'en croire, sous le règne de ce dernier, un torrent de perversité avait déferlé sur Rome. Suétone, dont les écrits témoignent d'une certaine binarité, utilisait des expressions telles que « on dit que » ou « certains affirment que », de façon à éviter de devoir prouver l'exactitude de toutes les rumeurs circulant sur Domitien. Quant à Tacite, il traitait de la tyrannie de ce dernier avec la plus grande sévérité. En fait, les historiens anciens ont imposé la vision d'un premier siècle rythmé par l'alternance de bons et de mauvais empereurs, laquelle devait se terminer par un princeps fantasque et cruel favorisant dès lors la mise en relief des projets du premier de la dynastie suivante. Ainsi, critiquer le défunt Domitien revenait à faire l'éloge de Trajan. A contrario, Silius Italicus, Stas, Martial et Flavius Joseph, qui ont écrit pendant le règne de Domitien, lorsque l'expression d'une opinion qui lui était défavorable entraînait les plus grands dangers, étaient au contraire des partisans de l'empereur. Nul doute que leur objectif n'était pas de porter sur le présent un jugement impartial, puisqu'il leur fallait louer ce dernier. Par ailleurs, à l'exception de Flavius Joseph, ces auteurs étaient des poètes, dont les dessins se trouvaient être aux antipodes de ceux de l'historien. L'écho excessif donné à un épisode mineur du règne de Domitien, de même que le silence dissimulant l'une de ses actions majeures devront faire l'objet d'une explication d'ordre historiographique scrupuleuse. Toujours est-il que cette littérature hagiographique permet de mesurer le degré invraisemblable que la poésie de circonstance pouvait alors atteindre dans la flatterie hyperbolique, et de percevoir son degré de duplicité, que Martial notamment avait du mal à dissimuler. Dans le 10e livre de ses épigrammes, postérieur à la mort de Domitien, il se livra en effet à une autocritique sévère, tout en opposant l'empereur d'hier et celui d'aujourd'hui. On le voit. La coexistence de ces deux opinions antinomiques ne facilite nullement la tâche de l'historien moderne, qui doit trier et peser au cas par cas les affirmations des anciens. Il est probable que Domitien n'ait mérité ni les invectives de Pline et de Juvénal, ni les éloges de Martial, de Silius Italicus et de Stas. La seconde tâche, la plus ardue de cette étude, qui fait écho à la première, réside dans la reconstitution minutieuse des événements du règne de Domitien. Un empereur ayant été frappé de damnatio memoriae, une peine consistant dans la suppression du souvenir du défunt, a en outre tendance à ne pas être bien certifiable épigraphiquement. Ainsi, les monnaies et les inscriptions de l'époque domitienne qui nous sont parvenues indiquent les fonctions et les titres du Flavien, ainsi que les noms des consuls et ceux d'autres magistrats des années 81 à 96, mais ces informations sont loin d'être exhaustives. En dépit de ces limites,
L'enjeu de ce travail est de rendre à Domitien ce qui lui a appartenu, et ce que lui a confisqué, adjointe à la fuite du temps, la condamnation sénatoriale de son œuvre et de son nom. Comme nous le verrons, les premiers mois du principat de Domitien constituèrent une surprise heureuse pour les Romains, qui n'avaient avant son règne qu'une estime mesurée pour lui. En effet, le fils cadet de Vespasien faisait alors preuve de générosité et de modération à l'égard du populus. En outre, durant cette période, il rendait la justice avec équité, réprimait les excès de l'aristocratie, et se montrait soucieux de restaurer tant les principes du mos maiorum que les rites de la religion traditionnelle. Toutefois, très rapidement, la nature tourmentée, blessée et égocentrique de Domitien semble avoir repris le dessus. Il fit montre d'une cruauté certaine, notamment à l'égard de nombre de sénateurs et de Romains qui osaient lui tenir tête, laquelle atteignit son paroxysme en 93, année en laquelle il instaura une période de terreur frappant indistinctement ses opposants, réels ou fictifs, les philosophes, les chrétiens, etc. Il n'en demeure pas moins vrai que Domitien, qui entendait avant tout préserver la cohésion de l'Empire, fut un bon administrateur. Du reste, il jouissait de l'appui de pléthore de provinciaux et d'Italiens tout en maintenant la fidèse de son armée, même s'il ne s'illustra pas d'éclatantes victoires. Précisons que si soucieux de n'avancer qu'appuyé sur des documents précis, nous n'avons pas voulu nous hasarder sur le terrain de la psychologie historique, nous avons cru bon de dresser un portrait aussi fidèle que possible de la personnalité de Domitien. Au surplus, son empreinte urbanistique et architecturale sur Rome ne fera pas l'objet d'une étude particulière, car elle dépasserait le cadre que nous nous sommes fixés. 1. Une enfance sous les règnes de Vitellius et de Vespasien. Domitien, Titus Flavius Domitianus, est né le 24 octobre 51 à Malum Punicum, probablement dans l'actuelle Via del Quattro Fontane, localité du 6e quartier de Rome sur le Quirinal, où au début de son règne, il fera édifier un temple en l'honneur de sa dynastie. Son père, Vespasien, doté d'une grande expérience administrative et militaire, était alors consul désigné. Il avait épousé Flavia Domitilla, dont le père était greffier. La naissance de Domitien coïncida avec le mariage de Claude et d'Agrippine la jeune. Or l'accession au pouvoir de cette dernière n'épargna ni Vespasien, ni certains des membres de sa famille. Au début de la vie de l'empereur que nous étudions, son père passait la plupart de son temps dans une retraite tranquille, même s'il était toujours sénateur et prêtre. Son exclusion de la cour et le fait qu'il ait eu des difficultés financières durant cette période de sa vie sont sujets à débat. En effet, si dans la mesure où il demeura sénateur, il est permis de supposer qu'il bénéficiait toujours des ressources financières nécessaires, sans quoi il aurait été contraint de céder son siège après son proconsulat en Afrique, il fut obligé d'hypothéquer tous ses biens en faveur de son frère. Tacite, qui encense Sabinus, prétend même que, selon certains, cet épisode avait terni les rapports entre Vespasien et son frère. De même, si certains érudits prétendent qu'il faut lire entre les lignes et qu'en réalité son surnom de Mullio faisait référence à la traite d'esclaves à laquelle il se serait livré, il indiquerait plutôt qu'il ait conduit et ou vendu des mulets. Si l'on ne sait que peu de choses sur la jeunesse de Domitien, il semble donc que contrairement à Titus qui fut éduqué à la cour, il ait vécu toute sa jeunesse dans une modeste maisonnée acquise ou héritée par son père. Il devait toutefois l'accompagner chaque été à leur résidence d'Aqua et Coutilier près de Rite. Suétone prétend même qu'il se serait vendu plusieurs fois pour pouvoir subvenir à ses besoins. Claudius Polion, préfet en Afrique, puis procurateur des Alpes-Grées, avait d'ailleurs conservé une lettre écrite par Domitien pour le prouver. Dans la mesure où Vespasien était à l'époque relativement pauvre, il y a en tout cas lieu de croire qu'il fut privé d'un certain nombre de choses. Suétone, toujours enclin à privilégier les citoyens de rang sénatorial, utilise le thème de la pauvreté qui constituait un crime honteux, pour critiquer la personnalité de Domitien. Pour renforcer son propos, il dédouane Vespasien et toute sa famille de toute honte afin de condamner exclusivement le dernier empereur Flavien pour son avarice et sa cruauté. En outre, ayant tout jeune perdu sa mère, Domitilla, tout en étant maintes fois séparé de son père peu souvent présent à Rome et de son frère Titus, Domitien vécut une enfance assez solitaire. Il fut élevé par sa nourrice Phyllis, qu'il gardera plus tard auprès de lui sur le Palatin. Vespasien reconnut successivement Galba, Othon et Vitellius. Cependant,
les légions d'Égypte, de Judée et de Syrie, de peur d'être dissoutes par ce dernier, le choisirent pour empereur en juillet 69. Celles de Mésie, de Pannonie et de Dalmatie les rejoignirent peu de temps après. Fort de cette assise, Vespasien se rendit en Égypte tant dans le but de ravitailler Rome en blé que d'éviter de prendre part à une guerre civile. À la tête d'une armée importante, le gouverneur de Syrie, Mucien, se dirigea vers l'Italie en passant par l'Asie mineure, la Thrace puis l'Illyrie. Cependant, les légions danubiennes conduites par Antonius Primus le devancèrent. Après la victoire flavienne sur les Vitelliens à Crémone le 24 octobre 69, elles firent route vers Ocriculum, au nord de Rome, afin d'établir la jonction avec les forces de Mucien. Pendant ce temps, Vitellius fit garder Domitien à Rome, car il pensait s'en servir comme d'un otage. Si le prisonnier caressait l'espoir de rejoindre les troupes qui lui avaient prêté allégeance, il n'osa pas croire en la bonne foi de ses gardiens qui lui avaient promis de prendre la fuite avec lui. Le 18 décembre 69, Vitellius, qui faisait l'objet de nombreuses intrigues, songea à se retirer du pouvoir. Redoutant des massacres intestins, Flavius Sabinus, frère aîné de Vespasien et préfet de la ville, s'entretint avec lui, et promit de l'épargner s'il quittait Rome sans faire d'esclandre. Cependant, menacé par une partie du peuple et par les soldats de Germanie qui soutenaient encore Vitellius, Sabinus, aux côtés des cohortes urbaines, de quelques sénateurs et chevaliers, de plusieurs femmes et de Domitien, fut contraint de se réfugier sur le Capitole. Le lendemain, les Vitelliens en donnèrent l'assaut, brûlèrent le sanctuaire de Jupiter puis emprisonnèrent et égorgèrent Sabinus, entre autres assiégés. S'il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'historicité de cet épisode, il convient de le rapprocher du récit livien contant la guerre qui opposa les compagnons de Romulus aux Sabins. Le rôle joué par Domitien dans la débâcle du Capitole et sa fuite ont été décrits de manière différente par Tacite et Suétone. Selon ce dernier, celui qui nous occupe fut caché toute la nuit par l'un des gardiens du temple, avant de s'enfuir aux petites heures du jour déguisé en prêtre d'Isis et de traverser le Tibre avec une tierce personne dont l'identité n'est pas précisée. Pour Dion Cassius, il s'agissait de son cousin Sabinus. Son but était de rejoindre la maison appartenant à la mère d'un condisciple. Pour Tacite, Domitien, qui était déjà dans la maison du temple lorsque les Vitelliens forcèrent les défenses du Capitole, revêtit un habit religieux confectionné à la hâte, et parvint à s'échapper pour gagner la demeure de Cornelius Primus, client de son père séjournant près du Vélabre. De prime abord, les deux versions de cette fuite sont incompatibles. Pourtant, il apparaît que la maison de Cornelius Primus n'était pas l'endroit le plus sûr pour se cacher dans la mesure où il était étroitement lié aux Flaviens. Il est donc vraisemblable que Domitien ait passé la nuit du 19 au 20 décembre chez le gardien du temple, puis ait pris la fuite le matin pour se rendre chez Primus, avant de traverser le Tibre l'après-midi même pour se réfugier chez la mère de l'un de ses camarades de classe. Quoi qu'il en soit, 2 jours plus tard, Antonius Primus et ses troupes qui avaient eu connaissance des événements gagnèrent Rome en toute hâte, puis renversèrent et tuèrent Vitellius. Domitien en profita pour sortir de sa cachette afin de se faire connaître auprès des vainqueurs, qui le saluèrent en le qualifiant de César, avant de le ramener sous escorte jusqu'à la maison de son père. Il n'y resta toutefois que peu de temps, car il s'établit ensuite dans la demeure impériale, sur le Palatin. Vespasien fut probablement désigné empereur par le Sénat le 21 décembre 69. Titus et lui-même furent élus consuls pour l'année 70. Domitien, quant à lui, reçut à la fois la préture et l'impérium consulaire. Ce fut là davantage la fin de la guerre que le commencement de la paix. Quand Mucien gagna Rome, le 21 décembre 69, il demanda à Domitien de s'adresser solennellement aux soldats, puis de se présenter au Populus. Celui-ci apprit de la bouche de Mucien que Domitien, le seul représentant des Flaviens alors présents à Rome, allait administrer la ville jusqu'au retour de son père. Ainsi, en l'espace de quelques jours, Domitien était devenu l'un des Romains les plus influents. Ses premières initiatives officielles, parmi lesquelles son discours prononcé en faveur de la clémence et de la fin des luttes intestines auprès des sénateurs, reçurent un accueil favorable et ont indéniablement forgé sa personnalité. La narration tacitéenne de l'épisode du Capitole, illustrant la fortuna et la ruse et non les mérites personnels de Domitien, se poursuit non sans ironie par une dénonciation de la mégalomanie du futur empereur.
La juxtaposition du récit factuel tel que nous le connaissons, et celui des mesures prises par Domitien pour les commémorer, était destinée à prouver son incapacité à gouverner. Il faut toutefois se rendre compte que Tacite composa son évocation du jeune Domitien à travers le prisme du Domitien devenu empereur, l'adulte expliquant l'adolescent. Rapidement, cette adolescence de 18 ans commença à être gagnée par l'ambition. Sa gloria soudaine ainsi que, selon Tacite, les mauvais conseils qui lui furent prodigués eurent pour effet de galvaniser sa soif de pouvoir. Son seul objectif était désormais de diriger l'État, assurant avec peu de zèle les tâches incombant à sa fonction de prêteur qu'il jugeait trop peu valorisantes. En 69, il n'était alors pas question d'accorder davantage de pouvoir à Domitien. Vespasien et Mucien n'y étaient pas favorables. Le second, en l'absence du premier, proposa même d'être le nouvel empereur de fait, ce qui fut accepté par Vespasien, lequel lui envoya d'ailleurs son anneau. En toute confiance, il l'autorisa ainsi à promulguer des décrets, à la seule condition d'y voir son nom apposé en première place. Mucien, qui remit de l'ordre à Rome, n'était désormais plus considéré comme un ministre, mais bien comme un associé à part entière du princeps. Domitien dut donc se plier à ses recommandations, et agir selon ses décisions. Quand Domitien fit son entrée au Sénat en tant que prêteur, il fut accueilli respectueusement par les patresses. L'absence de son père et de son frère, de même que sa candeur lui attirèrent leur sympathie. Il en profita pour demander la réhabilitation de la Memoria de Galba, l'Antinéron. Mais dans une optique de rassemblement des cieux et pour faire montre de sa piété, il refusa de citer les délateurs et les traîtres, déclarant s'en référer à son père seul. Mucien le suivit dans cette voie, mais les consulats conférés par Vitellius furent rendus caducs. Il est certain que Domitien, tout en condamnant tant ce dernier qu'Othon, tenta de stabiliser le pouvoir en place. Pour pacifier l'Empire, réorganiser la garde prétorienne était indispensable. Les soldats qui en avaient été exclus par Vitellius étaient invités à la réintégrer, et les prétoriens de ce dernier reçurent la solde qu'ils réclamaient pour ne pas quitter leurs terres et demeurer suffisamment loin de Lverbs, avant d'être finalement démis de leurs fonctions. Il était également nécessaire de renforcer les liens entre les fonctionnaires et l'État. C'est ainsi qu'en une seule journée, une vingtaine d'emplois furent créés par Domitien et Mucien à Rome et dans les provinces. En l'absence de son père, Domitien ne fit preuve ni de cupidité ni de misanthropie. Au contraire, il se laissa gagner par la sensibilité, au point de faire écrire à Suétone qu'il songeait à faire interdire l'immolation des bœufs. Cependant, prenant conscience que son accès aux plus hautes sphères du pouvoir n'était que provisoire, Domitien se sentait meurtri et s'offrit de soudains accès d'autorité. Selon Suétone, il exerça le pouvoir de manière si arbitraire que dès lors, il montra ce qu'il devait être plus tard. Pour tenter de contrer l'influence de Mucien, il se lia d'amitié avec Antonius Primus et Arius Varus. Le premier, qui avait vaincu les Vitelliens, ne s'était vu confier par Mucien aucune magistrature. Quant au second, préfet du prétoire s'étant distingué durant la guerre civile de 68-69 alors qu'il était l'un des compagnons d'armes d'Antonius, il parut suspect aux yeux de Mucien, qui lui retira son commandement pour le nommer préfet de la Nonne. Arecinus Clemens, lié par alliance à la famille impériale et très apprécié par Domitien, lui succéda à la tête de la garde prétorienne. Les ambitions de Domitien s'étaient surtout manifestées à l'occasion des guerres sur le Rhin. Attisés par la crainte et exaspérés par le mépris dont Rome faisait preuve à leur égard, les Bataves, conduits par Civilis, les Canénéphates et les Frisons, auxquels s'étaient joints des peuples de la Germanie occidentale, se révoltèrent et pillèrent les territoires romains environnants. Les Trévires et les Lingons, sous l'autorité de Julius Tutor et Julius Sabinus, allèrent jusqu'à proclamer l'indépendance des Gaules. Les Vengions, les Tribocs, les Caracates, les Ubiens et les Tongres la reconnurent immédiatement. Rome, au printemps 70, envoya en Germanie Quintus Petilius Serialis, parent du princeps, afin de lutter contre ces rebelles. Le conflit s'étant enlisé, des légions de Bretagne, d'Hispanie et d'Italie furent appelées en renfort. Domitien, jeune et impétueux, désirait ardemment y prendre part car il pensait que des succès militaires lui permettraient de jouir de plus de prestige que Titus, qui n'avait toujours pas mis un terme à la guerre de Judée. Mucien de son côté fit valoir qu'il désirait l'accompagner,
Il croyait qu'il pourrait lui faire entendre raison, et il n'était pas certain que Cerialis seul puisse étouffer la révolte. Les nouvelles rassurantes lui étant parvenues du front, défaite des Lingons par les Sécanes restés fidèles, refus de reconnaissance du nouvel empire par les députés de la Gaule, réunis à Reims, soumission des Tribocs, des Vengions et des Caracates, libération de 2 légions cantonnées à Trèves. Mucien reporta plusieurs fois leur départ, et demanda à des amis de Vespasien de conseiller à Domitien de renoncer à cette expédition. Il est possible que ce dernier ait alors saisi l'occasion d'assister aux cérémonies du culte impérial des 3 Gaules, célébrées au calende d'août. Malgré tout, à la mi-juin 70, le départ eut lieu. C'est au pied des Alpes que Mucien et Domitien furent informés de la victoire de Cerialis et de la dissolution de l'Empire des Gaules, à la suite de la soumission des Lingons et des Trévires. Toutefois, même si l'issue de cette guerre ne faisait désormais plus de doute, les Romains devaient encore vaincre les Bataves de Civilis ainsi que les Germains, leurs alliés, puis mater certaines révoltes gauloises. Mucien déclara alors que, puisque les dieux avaient pu se montrer favorables au fil de la louve et que la stabilité de l'Verbs n'était plus guère menacée, il n'était dès lors plus utile que Domitien rejoignît le champ de bataille et accessoirement, qu'il réclamât la part de gloire qu'il aurait voulu tirer de ses actions. Il lui conseilla donc de rester à Lugdunum, Lyon, où il pourrait exercer le principat sans courir de danger inutile. Domitien, s'il n'était pas dupe, accepta d'y demeurer quelque temps. Cependant, selon Tacite, il aurait envoyé des courriers à Cerialis, lui demandant s'il lui remettrait l'armée et le commandement dans le cas où il se rendrait sur le front. Il est peu probable que Domitien ait voulu renverser Vespasien, mais peut-être souhaitait-il partager le pouvoir avec Titus après la mort de son père, alors âgé de 61 ans. Tacite insiste sur la déloyauté prêtée à Domitien envers son père et son frère. Après que Cerialis eut écarté sa demande, il fut contraint de rentrer en Italie. Flavius Joseph, qui tente de mettre en valeur la huirteuse de Domitien, écrit « À la nouvelle de la révolte, Domitien n'hésita pas, malgré sa jeunesse, à supporter le poids de cette grande guerre. Il tenait de son père l'intrépidité et il avait une expérience supérieure à son âge. Il entreprit donc aussitôt une expédition contre les barbares. Ceux-ci, informés de son approche, eurent peur et se soumirent. Ils s'estimèrent heureux de reprendre leur ancien joug sans recevoir de châtiment. Après avoir fait régner l'ordre en Gaule, de manière que de nouveaux troubles y fussent désormais à peu près impossibles, Domitien retourna glorieusement à Rome, ayant accompli des actions qui par leur éclat dépassaient son âge et étaient dignes de son père. Pourtant, son séjour à Lugdunum n'accéléra aucunement la soumission des rebelles. Domitien fut vraisemblablement dupé par Mucien et peut-être aussi par Cerialis. À la même période, les actes de débauche de Domitien faisaient grand bruit. Il séduisait en effet de nombreuses femmes mariées, parmi lesquelles Domitia, fille de Corbulon vainqueur des Parthes, qu'il épousa malgré son mariage avec Aelius Lania Plotius Aelianus. L'ambition démesurée de Domitien, ses différends avec Mucien et son comportement jugé immoral déplurent fortement à Vespasien, resté en Égypte, au point que Titus se sentit obligé de prendre la défense de son frère, suppliant leur père de ne porter aucun crédit aux rumeurs qui couraient tout en se montrant bienveillant. Vespasien, touché par cette affection fraternelle, l'enjoignit de continuer de soutenir l'État à ses côtés. Néanmoins, cet entretien ayant été secret, on ne peut accorder au récit de Tacite que peu de crédit. Nous pensons qu'à l'instar de Suétone et de Dion Cassius, ce dernier avait comme principal objectif de mettre en opposition la moralité saine de Titus à la fourberie de Domitien. Ce dernier savait que son père appréciait peu sa conduite. Il se montra dès lors plus prudent et plus discret, en prévision du retour de celui-ci à Rome. À la fois vexé et craignant d'être victime d'une totale disgrâce, il ne s'occupa plus des affaires gouvernementales et se consacra essentiellement aux lettres. En octobre 70, quand Vespasien revint en Italie après son expédition à Alexandrie, Domitien laissa à Mucien et à une délégation romaine le soin de l'accueillir au port de Brinde, se contentant de rejoindre Bénévent tant il était peu pressé de revoir son père. Ce dernier, qui fut salué des noms de sauveur et de bienfaiteur, reprit en main les affaires publiques et accorda davantage de pouvoir à Titus, qui avait démontré, lors du siège de Jérusalem en 70, qu'il était un homme brillant, jouissant d'un grand prestige aux yeux du peuple et des soldats. Il reçut dès lors l'imperium proconsulaire en juillet 71,
la puissance tribunicienne et le droit de s'attribuer les salutations impériales, puis prit le nom d'impérator, commanda la garde prétorienne et exerça dès 72 le consulat et la censure conjointement avec Vespasien. Selon Suétone, il fut l'associé, plus encore le tuteur de l'Empire. De son côté, Domitien, qui n'avait pas encore 20 ans, n'avait malgré lui jamais participé à aucune bataille, et n'était connu des soldats que par son expédition avortée en Gaule. Vespasien ne lui accorda aucun titre l'associant directement à l'exercice du pouvoir, les leges Romanae ne le permettant de toute façon pas. Ainsi, de 70 à 79, ne lui fut attribué aucun commandement militaire. Il fut au surplus frappé par l'obligation d'habiter chez son père, lequel entendait le surveiller étroitement. Messager auprès du Sénat, il fut réduit à un rôle secondaire à la cour impériale. Cependant, en plus d'apparaître à l'instar d'Auguste comme un princeps fédérateur ayant réussi pacifier l'Empire, Vespasien eut à cœur d'assurer une continuité dynastique. C'est une famille qui dirigea Rome dès la fin de l'année 69, à la différence des Rulio-Claudiens qui avaient constitué une maison au sens aristocratique du terme, affirmant au Sénat que ses fils seraient ses successeurs. Titus n'ayant pas de descendants, dans l'esprit de Vespasien, c'était bien Domitien qui serait tôt ou tard le successeur de son frère. Il lui accorda donc des honneurs visant à faire de lui le troisième personnage de l'État, et à habituer les Romains à voir en sa personne un futur empereur. Domitien reçut donc le titre de princeps de la jeunesse, fut autorisé à participer à tous les grands collèges religieux et à frapper des monnaies de bronze en 72, puis d'or et d'argent en 74, comme Titus. En outre, on l'autorisa à coiffer la couronne de laurier, son nom figura sur nombre de monuments publics. Domitien joua tout de même un rôle politique non négligeable puisqu'il devint consul suffect 6 fois durant le règne de son père, dès qu'il eut atteint l'âge légal, 20 ans. Selon Suétone, des 6 consulats qu'il reçut du vivant de son père, il n'en exerça qu'un ordinaire parce que Titus lui céda la place et demanda pour lui cet honneur. Son premier consulat ne fut pas ordinaire puisque ce furent Vespasien et Cocceius Nerva qui entrèrent en charge le 1er janvier 71. Domitien, aux côtés de Pedius Cascus d'abord, puis de Calpetanus Rancius Quirinalis Valerius Festus, ne devint consul que le 1er mars 71 et quitta sa fonction le 30 juin. En 72, Titus abandonna son droit au consulat au profit de son frère que le Sénat désigna aux côtés de Catulus Messalinus. Son 3e consulat se déroula en 75, le 4e en 76, le 5e en 77 et le 6e en 79. Bref, si Domitien conçut beaucoup d'aigreur en voyant son père le reléguer à la seconde place derrière son frère, il fut traité par celui-ci comme un futur princeps. Malgré les déviances de son fils cadet, Vespasien voulait en effet lui accorder un rang exceptionnel, juste en dessous du sien et de celui de Titus. Malgré ces égards, Domitien considérait cette situation comme dévalorisante, et souffrait d'être politiquement inférieur à son frère. Lors de son triomphe juif, Titus, accompagné de Vespasien, se déplaça en char, Domitien suivant à cheval. Quand l'empereur et ses fils se montraient au peuple, Vespasien et Titus étaient portés sur un siège, alors que Domitien, comme l'exigeait la tradition, suivait en litière. En outre, dans les vœux publics, son nom n'était pas prononcé en même temps que ceux de ses pères et frères, et les inscriptions sur les monuments le mentionnant n'étaient pas aussi élogieuses que celles relatives à ces derniers. Domitien savait qu'il ne pourrait ambitionner d'être le seul maître à bord, avant le décès de son aîné. Se nourrissant d'amertume, Domitien souffrait surtout de ne pas pouvoir s'illustrer sur le champ de bataille. En 75, Vologèse, roi d'Éparthe, avait demandé à Vespasien de lui envoyer une armée commandée par l'un de ses fils pour le soutenir contre les Alamans. Malgré l'insistance de Domitien, l'empereur refusa de répondre favorablement aux appels de son allié oriental. Au moyen de promesses et de dons, Domitien multiplia alors les demandes auprès d'autres rois, mais celles-ci restèrent lettre morte. Il sombra donc dans l'ennui, cherchant à se distraire aux moyens d'occupation pour le moins étranges. L'une d'elles consistait à percer les mouches avec un poinçon. S'il refusa un jour d'embrasser Sénice, fille de Marc-Antoine et maîtresse de l'empereur considérée comme épouse légitime tant elle avait plaidé sa cause auprès de la cour, se contentant de lui tendre la main, il savait pertinemment bien qu'il devait faire fi des prétendus affronts infligés afin d'éviter de subir d'éventuelles sanctions. Déçu dans ses ambitions,
Domitien renonça provisoirement aux affaires de l'État. Profitant de ce retrait forcé de la vie politique, il compléta son instruction et n'eut plus de passion que pour les lettres. 2. Domitien et les lettres grecques et latines. Nul doute que Domitien reçut une éducation identique à celle des élites sénatoriales. Il rédigea par ailleurs des discours conformes au canon littéraire latin, et composa, puis déclama publiquement des vers, lesquels furent loués de manière vraisemblablement exagérée par Quintilien. Il écrivit notamment un poème portant sur le combat du Capitole, durant lequel il faillit perdre la vie. Pour R. Sablérol, un Carmen, dont on retrouve les échos chez Stas et Martial, fut peut-être écrit par l'empereur lui-même au sujet du bel homme Jouy. Quelque temps plus tard, Domitien rédigea une épopée sur la prise de Jérusalem, feignant de laisser croire qu'il ne jalousait nullement son frère. Dans ses Argonautiques, Valerius Flaccus loue le poème. Par ailleurs, Domitien était versé dans la culture grecque. En effet, il récitait fréquemment des vers homériques, accorda des privilèges à Corinthe et devint archonte éponyme à Athènes. Vêtu d'un costume grec, il présida en outre des fêtes grecques qu'il fit appeler « Jeux capitolins ». Cependant, les exercices corporels, chers aux Grecs, ne trouvaient grâce à ses yeux. Toutefois, dès qu'il fut empereur, il se consacra au gouvernement, renonçant à l'otium et aux activités littéraires, ne lisant plus que les mémoires et les actes administratifs de Tibère. Il est d'ailleurs souvent arrivé de rapprocher l'attitude de Domitien de celle de Tibère. Les deux hommes faisaient en effet montre d'une méfiance hypertrophiée à l'égard de leurs congénères, principalement de ceux qui étaient susceptibles de leur faire de l'ombre, méfiance qui se mua, à la fin de leur vie, en une peur paranoïaque et en actes empreints de cruauté. En outre, à l'instar de Tibère qui passa les dernières années de son existence dans sa villa à Capri, Domitien, au crépuscule de sa vie, se réfugia dans son palais palatin et dans sa villa de l'Albanum, près de Rome, pour s'isoler un maximum de ses congénères. Cependant, si Tibère avait abandonné la conduite des affaires publiques à Séjan, préfet du prétoire, et Claude à de fidèles affranchis, Domitien, lui, voulut exercer personnellement son autorité et n'eut ainsi à ses côtés que des serviteurs. Il est cependant possible que certains affranchis, à l'instar de l'Archimime Latinus, familier du prince, l'aient influencé, comme le rapporte Tacite. Les plus honnêtes par attachement et par fidélité, les plus méchants par malignité et par envie, aigrissaient son caractère naturellement méchant. Dès lors, il n'intervenait certainement que pour faire obtenir des fonctions et des privilèges à des solliciteurs. 3. Domitien sous le règne de Titus. Lorsque Vespasien fut enlevé par une mort non violente, le 23 juin 79, Titus, qui avait été désigné au sénateur par son père, lui succéda. Les rapports jusque-là apparemment cordiaux entre les deux frères se dégradèrent rapidement. Domitien conserva ses titres et ses honneurs, continua à battre monnaie et fut consul ordinaire, remplaçant Vespasien dont il était le suppléant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.